avec Mamadou Diouf. Nous allons parler de cette fusillade. C'est dans l'État de New York, à Buffalo, précisément. C'est aux États-Unis d'Amérique qui a fait 10 morts dans la communauté afro-américaine. Mamadou Diouf, bonjour, vous allez bien? Bonjour Michel. Sous le choc, les habitants de la ville de Buffalo, dans l'État de New York, ont rendu hommage dimanche aux 10 personnes tuées la veille dans un supermarché dont une majorité d'Afro-Américains par un homme blanc dans une fusillade décrite par les autorités comme un crime raciste motivé par la haine. Ce sont les propos du président Joe Biden. Mamadou, qu'est-ce qui a motivé ce qui s'est passé aux États-Unis d'Amérique? En fait, le criminel a lui-même expliqué ce qui l'a motivé, puisqu'il a pris la peine d'écrire un manifeste. Généralement, c'est les partis et autres qui font un manifeste pour dire voilà ce que nous voulons faire, voilà pourquoi nous voulons le faire. Donc avant de commettre son crime, il a fait un manifeste en montrant toute la haine qu'il a par rapport à la race noire, de façon générale, en particulier ces Afro-Américains qui se trouvent devant lui. Et il a repris certaines thèses que nous connaissons aujourd'hui en Europe, qui parlent de remplacement de la population blanche par la population noire ou bien par les musulmans, puisque ça dépend de qui parle. Et cela l'a amené à vouloir agir pour empêcher, entre guillemets, cela. Et il l'a fait de façon plus que volontaire, puisqu'il a pris la peine de choisir son arme, de mettre même une caméra pour le faire passer en direct sur Internet. Quand on parle d'extrémisme, je crois qu'on est en face d'un cas flagrant d'extrémisme où la personne agit, justifie son action et publie même l'acte macabre qu'il est en train de commettre. Alors le président Joe Biden a tenu des propos forts. La haine demeure une tache sur l'âme de l'Amérique. Il a parfaitement raison parce que c'est la énième fusillade. Les fusillades aux États-Unis, bon, c'est quand ça arrive à ce point qu'on en parle, mais malheureusement, ça fait partie du quotidien pratiquement des Américains. Quand vous totalisez sur une année le nombre de personnes qui ont été tuées par les fusillades, ce n'est pas un petit nombre de personnes. Et ça, il a raison, ça pose problème dans un État où on considère qu'on est dans un État démocratique, dans un État où on considère qu'on accepte la diversité, ce qu'ils appellent le melting pot, puisque ici ça pose un problème par rapport au melting pot, dans un État où on considère que les droits sont respectés, mais quelqu'un ne peut pas se lever, aller tuer quelqu'un tout simplement parce que la couleur de la peau de la personne ne lui convient pas. N'oublions pas que les États-Unis ont connu une histoire avec ces Noirs qui ont été des esclaves, qui ont été difficilement libérés parce qu'il a fallu la guerre de la sécession, qui ont subi la ségrégation raciale. Cela veut dire que d'un point de vue mental, mais il y a des gens aujourd'hui parmi les Blancs aux États-Unis qui n'ont pas encore traversé l'ensemble de ces étapes et qui ont du mal à pouvoir voir ces Américains noirs vivre comme tous les autres Américains. Ils considèrent qu'ils ne font pas partie du peuple américain. Même le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a dénoncé cela. Oui, lui, il a été extrêmement clair en disant que c'est un acte qui est ignoble et il est allé loin en parlant d'extrémisme violent basé sur la haine. Et je crois qu'il faut qu'on regarde cette affaire parce que on est en train de laisser passer une chose, aussi bien dans les pays européens qu'au niveau des États-Unis, avec des partis politiques parfois, des groupes de personnes qui sont là, qui théorisent sur un autre groupe de personnes, qui développent une théorie d'exclusion par rapport à ces gens, parfois même une théorie d'élimination par rapport à ces gens. Bon, au nom de la liberté d'expression, on les laisse parler, et maintenant quand ils commettent leurs actes, on dit que c'est une tâche sur l'âme des États-Unis. Je crois qu'il faut plutôt se mettre dans la prévention, empêcher à ces gens-là d'agir, puisqu'on les a vus plusieurs fois agir. N'oublions pas que les États-Unis, c'est également le pays des 3K, les Ku Klux Klan, oui, qui avaient fait exactement ce même travail d'élimination des Noirs qu'on ne voulait pas voir dans ce pays. Il y a un travail de fond qui doit être fait, au lieu de se contenter seulement de condamnation après que des actes ignobles comme cet acte soient commis. Certains d'entre nous sont très en colère, a lancé le pasteur Anthony Bronner lors d'une veillée devant le parking du supermarché Tops
où ce jeune équipé d'une arme d'assaut et d'un gilet pare-balles a fait feu samedi après-midi, faisant 10 morts comme on l'a dit. Alors Mamadou, on remarque que de plus en plus cette haine risque de s'enraciner aux États-Unis d'Amérique. Oui, mais il ne faut pas oublier que pendant le passage du président Trump, ce problème s'était renforcé. On se rappelle les voitures qu'on a utilisées pour venir passer sur des gens, et il avait été en permanence reproché au président Trump de ne pas condamner ces actes comme il fallait le condamner. Il était plutôt souvent dans une sorte même à la limite de justification, puisque ceux qui commettaient ces actes de façon générale étaient ses électeurs. Aujourd'hui, on paye les conséquences de cela. La présidence Trump a fait preuve d'une véritable négligence par rapport à ce discours raciste adressé à une partie des Américains, plus les Noirs, mais ce n'est pas les Noirs seulement, les Asiatiques également rentrent parfois dans ce cadre-là. Il avait plutôt laissé faire, il avait plutôt justifié, mais quand tu le fais, tu ouvres le champ pour permettre à des jeunes comme celui-là, qui n'a que 18 ans, parce qu'il ne faut pas qu'on l'oublie, c'est un jeune homme de 18 ans qui porte une arme, qui porte un gilet pare-balles et qui vient pour faire le maximum de dégâts, alors que si vous le mettez devant vous pour discuter avec lui, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas compris plus loin que le bout de son nez dans ce qui se passe dans ce monde, mais il a entendu des discours, il a entendu qu'on peut s'en prendre à ces gens, il est passé à l'acte parce que très certainement, lui, il ne fait pas partie des forts, il fait partie plutôt des faibles et ce sont eux qui passent à l'acte. Donc c'est pourquoi c'est un problème de fond qu'il faut résoudre sur cette façon de laisser des personnes ou des groupes de personnes stigmatisés, voire même appelés à la haine, à la violence par rapport à d'autres groupes, sans compter qu'il y a l'éternel problème, je dirais même l'éternel débat sur la question du port d'armes au niveau des États-Unis. C'est le président, comment il s'appelle encore, le noir, je suis en train d'oublier son nom. Ah oui. Barack Obama qui avait essayé de mener un combat contre, mais les lobbies ont fait une véritable résistance par rapport à une législation un peu plus renforcée pour ce qui est du port d'armes. Mais quand on permet à quelqu'un d'avoir plusieurs armes de guerre chez lui, sans aucune raison valable, mais si cette personne décide d'utiliser ces armes, il ne faut pas être surpris des dégâts qui sont commis. Un crime motivé par la haine, donc comme vous l'aviez dit, l'administration Biden a un travail sacré à faire. Oui, mais ça va être très difficile. Ça va être très difficile. Rappelez-vous les larmes de Obama, quand la fusillade avait eu lieu dans une école. Ben, les gens avaient dit il ne faut plus que ça se recommence, il faut que ça change. Il y a eu un peu de gesticulations, mais après, c'est comme si les choses sont retournées à leur état premier, puisqu'il y a eu combien de fusillades encore avant celle-ci, où c'est les mêmes situations qui se reproduisent pratiquement. Mais ça veut dire que le problème de fond, il n'a pas été résolu. Il faut que les Américains aient le courage de revenir sur cette question de port d'armes. Que ça soit limité et qu'un civil ne puisse pas accéder facilement. Et lui, il est parti avec quelle arme? C'est une arme de guerre. C'est une arme de guerre. Qu'est-ce qu'il fait avec une arme de guerre? Il est en guerre contre qui? C'est la facilité d'avoir cette arme qui lui permet de faire autant de dégâts. Rappelez-vous la réponse de Trump à l'époque qui disait on n'a qu'à donner des armes aux enseignants, on n'a qu'à donner des armes à tout le monde, mais on va se tirer dessus comme ça ne sera pas possible au niveau des États-Unis en ce moment. Et ce débat de fond, malheureusement, vous avez des lobbies qui vendent ces armes, qui ne veulent pas de ce débat, qui défendent le droit pour chaque citoyen américain à posséder, à la limite, l'arme qu'il veut. Alors, le jeune, vous l'aviez dit, il a 18 ans, il peut donc répondre de ses actes. Qu'est-ce qu'il attend, Mamadou? Ben, ça dépend dans quel espace il se trouve. Je ne sais pas à Buffalo quelle est leur règle, puisque aux États-Unis, vous avez des espaces où on applique la peine de mort, vous avez des espaces où on ne l'applique pas. En fonction du jugement qui sera fait de la chose, il risque gros. Si les gens prennent l'option du secrétaire général des Nations Unies, que je trouve moi être la bonne option, c'est de l'extrémisme, c'est du terrorisme, ben, ce qu'il risque, c'est au moins la prison à vie. Sinon, s'il est dans un état où la peine de mort est appliquée, on pourrait lui appliquer la peine de mort après avoir tué gratuitement une dizaine de personnes.
L'Amérique aujourd'hui, Mamadou, est un monde dans lequel on vit la peur au ventre peut-être. Ben, c'est extraordinaire. C'est un pays quand même fabuleux, intéressant d'un point de vue économique, intéressant d'un point de vue démocratique, mais c'est un pays également où, en matière d'insécurité, on est très bas par rapport aux autres éléments où on est très haut. Combien de fois de simples étudiants africains ont été tués facilement, on a brûlé la maison de quelqu'un parce qu'il est noir. C'est pourquoi j'ai dit que c'est un problème de fond. C'est un problème de fond. Mais malheureusement, c'est comme si les gens règlent la question par les sentiments. Quand ça arrive, on en parle, tout le monde se prononce, on dit il faut que ça change, et puis progressivement, on retourne à la situation hantée jusqu'à la prochaine fusillade, on refait la même chose. Ça fait plusieurs présidents qui se sont succédés. Ça fait plusieurs présidents qui ont décidé de s'en prendre sérieusement à cette question. Mais jusqu'à présent, la question, elle est là, elle demeure. On peut résoudre aussi le problème à partir de l'éducation. Quand on voit l'âge de ce jeune, 18 ans, cela veut dire qu'au niveau des parents, à l'école et partout, les messages doivent passer. Aux États-Unis, on est plus en situation d'instruction que d'éducation. N'oubliez pas que quand vous grondez votre enfant d'une certaine façon, il fait comme ils appellent ça 911, et puis c'est papa qui risque d'aller s'expliquer à la police. Si tu le frappes, n'en parlons pas. Mais en ce moment, le parent fera quoi? Puisque en voulant corriger son enfant, il se retrouve lui-même devant le tribunal pour être corrigé. C'est pourquoi je parle de problème de fond. Il y a des paramètres qu'il faut revoir au niveau de ces sociétés si les gens veulent vivre paisiblement. Et malheureusement, quand tu veux poser ce problème, on considère que tu es en train de soulever le ciel et la terre. Les gens ne veulent pas revenir là-dessus, alors qu'il est clair que cette question de la violence, l'école a sa part de responsabilité, la famille a sa part de responsabilité, l'État a sa part de responsabilité. Ce n'est pas en se rejetant la responsabilité qu'on va résoudre le problème, mais c'est en s'asseyant ensemble pour que chacun assume sa part de responsabilité. Merci beaucoup à vous, Mamadou Diouf. On marque la petite pause et derrière on reçoit le journaliste togolais Luc Abaki.